Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être fidèles à Franco Raptors. Aujourd'hui, avec la magie de la technologie, on n'est pas au studio, on est sur Zoom, mais vous nous écoutez sur toutes vos plateformes, que ce soit sur Spotify, que ce soit sur YouTube, grâce à la magie de la technologie. Avec vous, Patrick Bizindavi au micro. Bonjour Mike. Salut à toi Patrick, et oui aujourd'hui, mais ceux qui nous écoutent à la radio, si on ne l'avait pas dit, ils ne le sauraient pas. Mais Il ne saurait pas que... Donc aujourd'hui, épisode numéro 5. Ah là là, ça va très vite, ça va très vite. Donc aujourd'hui, on va revenir sur l'actualité, sur la semaine des Raptors. Une semaine chargée des hauts et des bas pour notre équipe du Nord. On aura une petite partie, on va parler de Vince Carter parce que cette semaine, donc ce samedi, ce sera une journée spéciale pour reconnaître son apport avec l'équipe des Raptors. On va retirer officiellement son maillot. Il y avait d'autres événements vendredi. Vous nous écoutez samedi. Donc là, on enregistre le vendredi. Au moment où on vous parle, ils sont en train de terminer l'événement à l'aéroport ici à Toronto. Et bien sûr, il y aura la partie Impact Basket avec notre invité qu'on va vous faire découvrir, quelqu'un qui est vraiment passionné par le basketball et qui va parler justement comment le basket a impacté sa vie et comment il a utilisé le basketball pour faire une différence dans les communautés, que ce soit en Europe, en Afrique, aux Antilles et ici au Canada. Donc, on aura le temps de l'écouter, une entrevue qu'il nous a accordée donc, dans le cadre de Impact Basketball. Alors, Mike, une semaine chargée. On va commencer par l'actualité. Et donc, l'actualité des Raptors, c'est quatre matchs depuis la semaine passée, une victoire contre les 76ers, la seule victoire qu'ils ont eue jusqu'à présent. Et puis, le lendemain, en back-to-back, ils ont joué contre les Timberwolves, un match qui, dès les premières parties, semblait être de, très terminé, mais ils ont pu revenir. Malheureusement, ils ont connu la défaite. On va revenir aussi sur la défaite en prolongation contre les Nuggets ici à Toronto. C'était le 29 octobre. Et puis le lendemain, non, non, le match qui a suivi le mercredi, c'était match contre les Hornets, un match que Mike et moi, on avait pensé qu'on devrait prendre. Malheureusement, ça a été une défaite. Alors, pour résumer l'actualité de Raptors de ces derniers matchs, qu'est-ce que tu retiens de la semaine, Mike, de nos Raptors qui sont à quatre matchs avec seulement une seule victoire? ben, ce qu'on va retenir, et au-delà des résultats, c'est malheureusement la blessure assez grave à l'œil de Scotty Barnes. Je pense que en fait, ça couvre un peu les résultats au final parce que c'est une très mauvaise nouvelle. Une blessure contre les Nuggets sur un bras écarté par Jokic. Alors, c'est pas forcément volontaire, mais ça aurait pu être sifflé. Ça aurait pu changer également ce match. Je pense que c'est le match à retenir de cette semaine. Contre les Nuggets, les Raptors ont vraiment fait une très belle performance. Ils se sont un peu écroulés en fin de temps réglementaire sur les deux dernières minutes. Il rate deux lancers francs, notamment Ochai Agbaji et Davion Mitchell qui auraient pu assurer la victoire. Sur la blessure de Scotty, et ça, ils en parlaient, c'était William Lou dans son récap du match. En fait, si Scotty met son petit shoot, il n'y a pas de rebond offensif, il n'y a pas de blessure, il y a une victoire. Et on voit comme sur des détails, un début de saison peut changer. Les Raptors pourraient avoir deux victoires, peut-être même trois s'ils avaient eu Scotty à Charlotte. Un match assez étrange du côté de Charlotte, les Raptors qui ont été menés jusqu'à 23 points en première mi-temps. Ils ont réussi à remonter, ils sont passés devant en troisième quart-temps. Et malheureusement, c'est encore une fois, et c'est vraiment le problème de cette équipe, c'est qu'il y a des passages, on ne joue pas les 48 minutes, il y a des passages, 3-4 minutes, où l'équipe prend des gros runs, comme on dit en anglais, et du coup, bah, ça fait basculer le match en faveur des adversaires. Et comme tu l'as dit, Patrick, on avait parié sur un 2-3 à la fin du mois d'octobre. Nous voici à la fin du mois d'octobre et c'est 1-4.
puisque les Raptors n'ont gagné que contre les Sixers, une équipe contre qui pas mal d'équipes de la ligue gagnent aussi. Ah Il y a oui. beaucoup d'équipes qui n'ont aucune victoire et qui ont gagné contre les Sixers, donc c'est pas forcément révélateur d'un bon niveau au final. C'est ça. Oui, si on revient à quelques matchs de cette semaine, je me souviens le match contre les Nuggets et le dernier tir de R.J. Barrett, tu étais assis à côté de moi et puis tu criais, t'as mort, t'as mort, t'as mort. Est-ce que tu as été satisfait par l'explication du coach Darko et puis de RJ aussi sur Mhm. son choix de tenter le tir à la dernière seconde au lieu de prendre un temps mort? Moi, j'aurais pris un temps mort. Darko a dit qu'il faisait confiance à son joueur. RJ Barrett a dit que n'importe quel joueur dirait qu'il préfère jouer en open play, open court, plutôt que de mettre en place quelque chose en sortie de temps mort à 5 contre 5. C'est un avis. Moi, je trouve que malgré tout, Darko a été plutôt bon depuis le début sur ses sorties de temps mort pour mettre en place quelque chose qui peut apporter un panier. Et je trouve que avoir une action réfléchie sur une petite minute d'un temps mort, c'est toujours plus productif que surtout prendre un tir à 3 points comme ça en pull-up face à un adversaire. Alors RJ nous a dit, j'ai confiance dans ce tir, je le prendrai si je devais encore avoir à le prendre. C'est bien pour la confiance. Pascal Siakam a fait la même chose avec Indiana, il l'a mis. Ah Euh, oui, il a mis. mais bon, Il a mis. voilà, c'est ça. Ça nous fait un peu rire jaune, c'est le cas de le dire avec les Pacers. Mais ouais, bon, après tout, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je pense qu'il y avait Ouais. mieux à faire avec une sortie. C'est vrai qu'après le tir, on a eu deux chances de prendre de rebond, mais on n'a pas pu marquer. Donc, bon, on vit avec ce qu'on a et puis il a tenté sa chance. C'est vrai que Hardier, depuis son retour, il joue quand même très bien. Donc, on peut pas lui en vouloir pour le tir raté. Donc, depuis qu'il est de retour, c'est comme s'il n'était pas parti, au fait. Il joue très bien. Alors, oui, on a connu des défaites cette semaine, mais quand même, on a eu de bonnes nouvelles. Sur les performances de certains joueurs, c'est vrai que Scottie Barnes, avec sa blessure, là, ça devient incertain pour les prochaines semaines. Ils disent 3 semaines, mais ça peut être un peu plus, Mhm. dépendamment de ce que les médecins décident. Mais que dire des performances d'abord de Jakob Poeltl, Grady Dick et R.J. Barrett durant les matchs de cette semaine? Qu'est-ce que tu as retenu de leur performance? Alors, on va commencer par Jakob Poeltl parce que il faut le souligner. Quand Jakob Poeltl n'est pas sur le terrain, les Raptors sont en très grande difficulté. Et quand il est sur le terrain, à l'inverse, tout va bien. Le chiffre, il est énorme face à Charlotte. Jakob Poeltl sur le terrain, c'est plus 18, tout simplement. C'est plus 18 pour les Raptors quand Jakob Poeltl est sur le terrain. Et quand il n'y est pas, c'est du moins, on a perdu de combien? On perd de 5 points, donc c'est simple, c'est 8, 9, 10, 11, 12, c'est moins 23, tout simplement. Donc Hmm. voilà, c'est significatif, hein, Jakob Poeltl, même si Nick Richards, dans ce match-là, fait un excellent match, 24 points, 14 rebonds, il a été dominant à l'intérieur, notamment au rebond offensif. Malgré tout, Jakob Poeltl a gagné ses minutes contre lui dans ce match-là, et les minutes avec le banc ont fait très très mal. Et c'est récurrent depuis le début de la saison, hein. On a cessé de le dire, Patrick, même contre Denver, le passage de Jakob Poeltl, même si certains vont dire Jokic a mis 40 points, il n'a pas réussi à le défendre, mais de l'autre côté du terrain, il a été très actif, il est très important au rebond, il est très important dans la construction du jeu. Moi, je trouve que Ouais. et j'ai entendu dire aussi, je ne l'ai pas vérifié, mais que c'est le meilleur screen assist de la ligue pour l'instant. C'est lui qui fait le plus Ah de ouais. screen assist de toute la ligue devant des joueurs comme Rudy Gobert. Donc c'est dire l'importance de Jakob Poeltl et ça me permet de faire une transition avec, si on parle de screen assist, avec Grady Dick qui est le shooter en mouvement par excellence qui bénéficie de ces écrans de Jakob Poeltl. Grady Dick qui bat 2 fois son record en Un carrière record de cette ces. Ouais. semaine. Il met 30 points contre Charlotte. Il fait un match exceptionnel. Et en plus, sans shooter beaucoup à 3 points. Parce Ouais. qu'il est à 2 sur 6 à 3 À points. 3 points, 12 c'est sur des 17. pénétrations, c'est Ouais. des tirs à mi-distance, des fois, il a mis quelques dunks. Et il a dunké aussi en Ouais, contre-attaque. Ouais.
Ouais, c'est excellent, c'est excellent. Et puis, ouais, moi, l'autre joueur qui me surprend, je l'avais prédit en début de saison, c'est Agbaji. Il Exact. fait une excellente saison, une très excellente saison, mais ça donne aussi l'occasion donc aux rookies comme Mogbo, comme Jamal Shead de faire performer. Jamal Shead, il nous rappelle, comme tu le disais, en certains cas, Larry, c'est excellent il est dans le terrain. Même offensivement, il attaque beaucoup, il attaque beaucoup. Donc, c'est vrai que on était averti que c'était une saison de transformation, de construction, mais les absences de Quickly, les absences euh, les prochaines semaines de Scary, ça donne aussi l'occasion à ces jeunes-là de se développer. Donc, est-ce que, selon toi, est-ce qu'on peut parler il est vrai qu'on n'ose pas le dire, de tanker finalement pour avoir beaucoup plus de chances de repêcher un bon joueur l'année prochaine, ou bien ils continuent à se battre pour peut-être avoir une occasion de participer en play-in comme je l'avais prédit. Patrick, tu as l'air d'avoir des infos en inside. Je crois qu'on a eu les mêmes en même temps. Euh, on va pas parler de ça pour l'instant. Ça serait une idée du front office. Oui, Mais il y a eu quelques articles que j'ai lus ce matin qui pensent de cette façon-là. Moi, c'est je suis plutôt pas. logique en soi, puisque déjà on avait parlé du calendrier compliqué. Là, il n'y a pas Scotty Barnes pendant presque un mois. On peut s'attendre à ce que le bilan soit vraiment médiocre au terme du mois de novembre, encore plus que... Moi, je parlais déjà de tanking forcé avec ce calendrier qui, on l'avait dit hein, quand on a fait les prédictions, à la fin du mois de décembre, ça allait pas être très reluisant. Mais comme tu l'as dit, je pense que ce qui est très important, c'est juste de voir l'évolution des joueurs. Ça donne des opportunités. On a Jonathan Mobo, on a Jamal Shed, on a Agbaji, même Devion Mitchell qui est un joueur jeune, Grady Dick. Parlons de Jacoby Walter qui pourrait faire son retour contre les Contre Lakers. les Donc Lakers, oui. certainement, quand vous écouterez cette émission, vous l'aurez peut-être vu retrouver le terrain. Peut-être ça se fera le lendemain contre Sacramento. Donc vraiment, je pense que c'est ça qu'on va regarder au-delà d'analyser qu'est-ce qui n'a pas été pour gagner le match ou pour le perdre. Bien, on va se concentrer là-dessus. Qui est-ce qui progresse? Qu'est-ce qu'on attend de ces joueurs-là dans les progrès? Là, je pense que pour l'instant, l'emphase, ça va être d'être capable de jouer 48 minutes, de ne pas avoir ces temps vraiment trop faibles. On sait que le basket, c'est un sport de run, comme on dit, de série. Il faut savoir gérer un temps faible, une série faible. Bien sûr, il y a des moments ça va pas rentrer. Il y a des moments l'équipe adverse va être en feu, comme le passage de Lamelo Ball où il met 3 tirs à 3 points de suite. Les Mhm. autres enchaînent derrière. Tu peux rien y faire. Mais ce qu'il faut, c'est derrière ne pas paniquer, aller marquer des points faciles, aller chercher des lancers francs, des choses comme ça. Et c'est ces choses-là que les joueurs doivent apprendre. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vont avoir quasiment une saison sans pression pour le faire, puisque déjà avant, on n'attendait rien des résultats, mais encore plus maintenant. Et comment adresser le problème au centre? Parce que chaque fois, comme tu l'as dit, chaque fois que Yak sort, il y a un problème. Il y a un problème, soit on a Darko a essayé de le remplacer par Mogbo, mais au niveau de centre, ça c'est vraiment un problème chaque fois que il sort. Là, le vide, ça se voit, c'est très visible. Donc l'absence de Yak sur le terrain. Bah, pour l'instant, à part te dire ne pas faire jouer Fernando qui, en 3 minutes, a réussi à faire un -10. Mais en fait, j'ai été sévère avec lui, j'ai re-regardé le match et son passage, le -10, il n'est pas vraiment pour lui. Il y a des pertes de balles, par exemple, à un moment, il fixe bien la défense, il ressort sur Agbaji, Agbaji a le pied en touche. Tu as une passe de RJ Barrett qui est totalement ratée, un tir à 3 points de Battle qui est raté. Au final, c'est pas du fait de Fernando, mais quand même les chiffres vont contre lui. C'est pas forcément un joueur à développer, donc je comprends pas vraiment qu'il soit encore dans la rotation. Ben, en fait, on n'a pas d'autre choix que d'espérer que Mobo continue à progresser. Ce qui était bien, c'est qu'on lui mettait Scotty avec lui dans la second unit quand Scotty était là, donc c'était un peu plus solide défensivement. Là, va falloir trouver d'autres combinaisons.
Mais en Mm. fait, pour moi, pour l'instant, le backup center, c'est Mobo jusqu'à ce que Kelly Olynyk revienne. Mais on sait que c'est pas Kelly Olynyk qui va améliorer la défense. Mais peut-être que aussi le point que je voulais souligner, ce qui me déçoit énormément, c'est que visuellement, on a l'impression que les Raptors défendent bien mieux que l'année Ouais, dernière. Et en fait, dans les chiffres, les Raptors sont toujours la pire défense de la NBA cette année. ah Ça, ouais. ça m'a un peu choqué. Mais après réflexion, ben en fait, c'est pas les passages défensifs sur jeu placé qui font mal aux Raptors, puisque les Raptors défendent plutôt bien. Mais en fait, c'est toutes les balles perdues qui en fait entraînent Énormément de balles perdues. et des Énormément paniers de balles. faciles en fait. Ouais. Le match contre Charlotte, c'est 14 ballons perdus, donc c'est un peu mieux que les autres fois, mais ces 14 ballons perdus apportent 29 points aux Hornets. C'est énorme. C'est énorme. Si tu perds plus que, disons, allez, tu perds 7 ou 8 ballons, tu divises par deux ce score de panier facile donné à l'adversaire, et tout de suite, c'est un autre match. C'est un match Ouais. très différent. Ouais, ouais, et parce que avec les balles perdues, l'autre équipe va attaquer en transition et l'équipe n'a pas le temps de se former en défense. Donc, ça devient des paniers faciles. Même en match d'ouverture contre Cleveland, c'était pareil. Donc, ça, c'est vrai que il y a des séquences défensives qui sont quand même impressionnantes, mais des pertes de balles en attaque, ça fait que Mhm. c'est vraiment peine perdue quand l'équipe, et puis c'est la NBA, les joueurs sont rapides, tu perds une balle, tu vas payer le prix, ça c'est sûr. Alors oui, un début de saison difficile, semaine très difficile, avec un match qu'on aurait pu prendre sur papier avec les Hornets. Alors, avant de clôturer cette partie, là, on enregistre le vendredi, il y a un match contre les Lakers. Le lendemain, on est à back-to-back, on joue contre Sacramento. Les Lakers qui viennent de perdre 2 matchs de suite, est-ce que tu t'attends à ce que les Raptors fassent une surprise face aux Lakers ou bien le lendemain face... c'est vrai que les back-to-back, on n'est pas très fort depuis même la saison passée. Comment est-ce que tu vois les 2 prochains matchs ce week-end, même si donc on enregistre l'émission avant de voir les matchs, on sera là bien sûr pour nos fans. Comment est-ce que tu vois les matchs contre les Lakers et Sacramento cette fin de semaine? Ben, comme tu l'as dit, c'est pas une bonne chose que les Lakers soient sur 2 défaites. Il aurait mieux fallu qu'ils soient en pleine confiance sur une série de victoires et qu'ils puissent peut-être venir un petit peu relâcher en se disant ça va être facile à Toronto. Là, je pense qu'ils vont être vraiment très concentrés parce qu'ils vont pas vouloir en perdre 3 de suite. LeBron, on dirait que le poids des âges ne compte pas sur lui. Il continue à être exceptionnel. Et surtout JJ Redick qui a apporté un nouveau style de jeu à l'équipe. On en a déjà discuté ensemble, centré sur Anthony Davis qui fait un début de saison fantastique. Et bah, j'ai peur des moments où il n'y aura pas Jakob Poeltl sur le terrain que Anthony Davis fasse un festival, un peu comme Jokic l'a fait. Contre Jokic, il avait essayé, Darko, de matcher les minutes de Yak. C'est pour ça De qu'Yak a Yak, joué ouais. 40 minutes d'ailleurs. Mais on ne pourra pas tenir à ce rythme-là. Donc je pense que ça s'annonce compliqué. Peut-être faire une petite surprise contre Sacramento, qui n'est pas forcément très bon en attaque, en défense, pardon, en attaque, ils sont très forts à l'inverse profiter peut-être de faire un match offensif. On n'a pas encore fait de très bons matchs dans l'adresse. Ça serait une bonne idée de le faire contre Sacramento et de gagner le match. Tu vois, un genre de 135 à 132 ou un truc comme ça, où vraiment c'est très offensif et puis voilà, battre Demar pour fêter le retrait de maillot Le retrait de de maillot de Vince. Vince. Ce serait parfait, je pense. J'attends Ouais, pas grand-chose contre les Lakers. Après, on dit toujours ça, mais ils peuvent créer la surprise, hein. On sait qu'en NBA, sur un match, tout est possible, hein, mais ça se trouve, ça sera contre les Lakers qui vont avoir cette adresse fantastique. Mais voilà, pour moi, maintenant en termes de résultats, j'ai même pas envie de te donner les clés du match en soi parce que il y a un grand écart de niveau entre les équipes c'est qui ça. vont affronter les Et Raptors et les Raptors actuellement. Donc, ça s'annonce compliqué. surtout avec l'absence de Scotty, Sans Scully, ça, et toujours pas de Quickly, ça fait beaucoup. Ça fait ouais. beaucoup. Ça fait se reposer énormément sur RJ Barrett et sur Grady Dick. On espère que la série va se poursuivre, hein, pour Grady. Offensivement, il marche sur l'eau en ce moment. Mais bon, c'est que 3 4 matchs. C'est comme,
je vois les médias français qui s'extasient sur Bilal Koulibaly, mais c'est que 3 4 matchs. Ouais, c'est ça, c'est On se ça. rappelle de Schroeder l'année dernière, les premiers matchs, on était, waouh, c'est fantastique, mais une saison NBA, c'est très long et C'est très long, c'est très garder long. le rythme et garder la régularité, c'est quelque chose de très difficile. Ça me permet de faire une petite transition justement avec Vince Carter. Après la pause, on va parler justement des festivités qui s'annoncent cette fin de semaine. Et avant de clôturer, on va revenir sur Impact Basket. C'est le moment de la pause. Nous sommes en pause. Si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube de Choc FM. Activez la cloche pour ne rien manquer. Likez et commentez. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast en rediffusion sur toutes les plateformes. Le nom, c'est bien sûr Franco Raptors avec vous, Patrick Biznavi et Mike Laviole, toutes les semaines, les samedis, à partir de 13h sur Choc FM. On est de retour sur Franco Raptors avec cet épisode numéro 5. Alors, oui, on est toujours dans l'actualité au moment où nous enregistrons cette émission. Donc, il y a un match ce vendredi et ce samedi. Et ce week-end est consacré essentiellement donc aux festivités Vince Carter. Ce vendredi, en collaboration avec Air Canada, il y avait un avion qui a été dédié à Vince Carter, toute une cérémonie, un bel avion avec une belle photo de Vince Carter sur l'avion. C'est vrai, ça tombe bien parce que quand il jouait ici, on l'appelait Air Canada, donc un bon moment de promo. Et puis ce samedi, ce sera l'événement officiel du retrait de maillot de Vince Carter, le numéro 15. Il y aura plus personne qui va porter le 15 dans l'histoire des Raptors après ce samedi. Alors, c'est plein de festivités. On nous a dit d'arriver plus tôt parce que ce sera long comme festivité. Nous allons revenir sur la carrière de Vince Carter à l'émission de la semaine prochaine. Mais avant de voir l'invité qu'on va avoir, pour toi, que représente justement ce week-end, que représente Vince Carter dans l'histoire des Raptors? Ah, Vince Carter, c'est le joueur qui a mis les Raptors sur la carte de la NBA. Et moi, je le dis toujours, je pense que sans Vince Carter, il n'y a pas tout ce qui est arrivé après. S'il n'y avait pas eu Vince Carter, il y aurait peut-être probablement plus de franchise NBA à Toronto. C'est vraiment lui qui a créé l'engouement autour de cette franchise. Il a créé tous les joueurs canadiens maintenant qui sont en sélection nationale. La plupart disent oh, moi, j'ai grandi avec les Raptors de Vince Carter. Après, maintenant, il y en a des plus jeunes, hein, comme Andrew Nembhard, dont vous allez parler après. Je fais Ouais. un petit clin d'œil parce que vous ne retrouviez plus le nom, c'était assez drôle. Mais voilà, maintenant, les jeunes, peut-être un peu plus jeunes, euh, se, s'identifient peut-être plus à la génération DeMar DeRozan, Kyle Lowry, mais vraiment sans Vince Carter. Moi, je pense qu'il y aurait plus d'équipe à Toronto, il y aurait jamais eu de titre, il y aurait jamais eu tout ça. Donc, je serais très content d'en parler. On va en parler beaucoup plus en profondeur la semaine prochaine avec un ami de France qui est un grand fan de Vince Carter. Je pense qu'il aurait vraiment aimé être là ce week-end, mais bon, c'est compliqué. Mais vous allez voir, c'est un grand passionné. On l'avait déjà reçu dans des Dinoto qui va nous parler vraiment de cette époque. Et puis toi aussi, parce que tu étais sur place quand Vince Carter était là. Ouais, Donc j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Voilà, un ouais, petit ouais, ouais. teaser, on n'en dit pas plus On n'en dit et je pas vous donne plus. Et rendez-vous à puis, la semaine prochaine. oui, c'est vrai, sans Vince Carter, il y a pas vraiment Toronto Raptors. Et puis, on a connu plein de succès avec lui, un joueur très, très spectaculaire, avec des passages plus ou moins controversés. Il décide d'aller prendre son diplôme le jour d'un match de playoff en finale, qu'il allait en finale de la conférence. Et ça a été. Un En tout cas, ronde. on va revenir la semaine prochaine. Et puis, moi, j'étais plutôt là les dernières années de Vince Carter. Ouais. Et puis quand il est revenu pour la première fois à Toronto, c'était les fans le bouaient partout. Et là, ça montre que le sport, on peut pardonner. Mais en général, c'est une carrière extraordinaire. Et puis, chaque fois qu'il revient à Toronto, il est très ému. Et puis, donc, les Raptors savent bien célébrer les siens. Donc, le maillot qui va être retiré ce samedi. On va revenir la semaine prochaine, plus en détail avec un fan qui pourra nous dire un peu plus. Et nous aussi, on sera pour vous, on sera là pour vous avec ces cérémonies ce samedi. Donc, on pourra bien rapporter la nouvelle. Et donc, la dernière partie de cette émission, ce sera donc Impact Basket dans quelques instants. Impact Basket.
Impact Basket, aujourd'hui, on aura un invité spécial. Juste un peu de background sur l'invité. En fait, ça fait un moment qu'on se connaît. C'est une amie qu'on partage qui m'a dit il faudrait, qui a rencontré Funch, parce que Funch, c'est notre invité d'aujourd'hui. Et puis, il a dit il faudra absolument rencontrer Patrick, parce que il a parlé de basketball. Et puis, mon ami savait aussi mon implication dans le basket. Et puis, on a échangé nos numéros et puis on s'est rencontrés pour la première fois. C'était une soirée ici à Toronto. On a fait 4 heures ensemble à parler basket. On s'était rencontrés dans un café. Le café a même fermé avant qu'on il nous dit désolé les amis, il faudra partir. Donc on a changé de café, on est allé à un autre café pour continuer et là c'était comme les gens vont l'entendre dans l'émission, c'était comme si je rencontrais mon jumeau. C'est quelqu'un qui a commencé à jouer au basket très jeune en France, il va nous en parler et après il est devenu coach, il a évolué en France, il a été en Guadeloupe, il a été même en Afrique, en Côte d'Ivoire. Ça fait un moment qu'il est à Toronto où il est coach dans une école secondaire ici. Il va nous parler justement de l'impact de ce sport sur sa vie, mais aussi dans les communautés avec lesquelles il a travaillé, que ce soit en France, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Côte d'Ivoire. Je sais que tu as écouté déjà l'entrevue. Mike, qu'est-ce que tu as gardé de la conversation que j'ai eue avec Fanch? Est-ce qu'on la passerait pas et puis après, je donne mon avis? Absolument. Donc, je vous demande d'écouter Funch, une conversation que j'ai eue avec lui. Et puis, après, on va retourner pour avoir les avis de Mike sur l'entrevue de Funch. Comme ça, je vous spoil pas. Allez, c'est C'est parti. ça. Très bien. Alors, Funch, d'où est venue ta passion de basketball? Je sais que tu es passionné, on en parle tout le temps, on en parle pendant des heures. Est-ce que tu peux te rappeler d'où est venue cette passion pour le basketball? Alors, après les Jeux Olympiques de 1992, mon grand frère s'est inscrit, lui et toute la génération de ses amis à l'école, s'est inscrit au basket. Et donc, à l'époque, moi, je faisais du judo. Donc, Ah, j'ai commencé par le judo et la salle du judo était juste au-dessus de la salle du basket. ouais. Donc, en général, je descendais après mes entraînements ou avant, j'allais voir mon grand frère faire du basket et moi, avec mon père, on allait le récupérer ou l'accompagner. Donc moi, je l'ai d'abord regardé, puis quand j'avais 8 ans, c'était quelle année? Il y a très longtemps. Ouais, il y a très très longtemps, 94, c'est pas ça. J'ai commencé à me mettre au basket dans la rue avec un ami à moi, C'était en France? en Ouais. France, en région parisienne, à Massy. Mhm. Et donc ouais, basket de rue pendant 2 3 ans, et ensuite, à l'âge de 11 ans, je me suis mis en club. Ah, ok. Est-ce que tu pensais à cette époque que ça allait t'amener en Afrique, Guadeloupe, Canada? J'ai toujours rêvé, je pense comme tous les basketteurs, hein, quand on est piqué par le ballon de basket, j'ai toujours rêvé de la NBA, être professionnel, même si j'en étais loin. Et donc, ce qui est marrant, c'est marrant que tu me poses cette question-là parce que je me suis toujours imaginé parler anglais dans mon futur. Ah, ok. J'ai toujours j'imaginais en anglais, des conversations en anglais, et je pense que c'est pour ça que c'était ma matière préférée à l'école. Mhm. Donc, une fois que je me suis exporté, je parlais déjà l'anglais parce que je m'étais psychologiquement préparé Préparé. à travers le basket. Ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce que tu as joué en ligue? Est-ce que je sais que bon, ça commence par le basketball de rue comme tout le monde. Est-ce que tu as joué en ligue? Alors, en France, je trouve que le système du basket, il est très bien parce que le basket professionnel et le basket amateur, c'est en fait le même processus. Mhm. Les équipes qui remportent le championnat de leur division passent à la division du dessus. Donc, du championnat local, on passe au championnat régional, le régional national. Mhm. Quand on remporte le championnat national 3, on passe en national 2, puis national 1, jusqu'à pro. C'est très structuré. Ouais. Ce Ouais. qui fait que, donc oui, j'ai joué en ligue, mais pas au niveau pro. Mhm. Donc, comme tous les jeunes en France, j'étais dans le club de ma ville, de Massy, comme je disais tout à l'heure. Et donc, ouais, depuis l'âge de 11 ans jusqu'à mes 30 ans, Ouais. Mais tu j'ai as une ton licence. frère qui joue pro toujours Ouais, en France. ouais. Donc, c'est un virus qui a attrapé tout le monde. Ouais, c'est clair. En fait, mon grand frère, il a joué un petit peu, Ouais. peut-être 1 ou 2 ans, et après, il a laissé. Ouais. Moi, j'ai été piqué après lui, et mon petit frère piqué encore plus. Donc lui, il a commencé encore plus tôt. On l'a même inscrit au basket à l'époque, avec un an d'avance. Comme il savait déjà jouer, je l'amenais sur le terrain de basket avec moi.
Et il était bon dès son premier entraînement. Donc ouais, il a la chance de faire ce qu'on appelle les sélections locales, donc les meilleurs joueurs du département, puis les sélections régionales. Et à l'âge de 16-17 ans, il a intégré un centre de formation à Rouen. Donc, il est allé beaucoup plus loin que tout le monde en famille, en Ouais, fait. c'est clair. Mais je suis le plus petit de ma famille. Mais mon petit frère fait 20 cm de plus que moi. Ah ouais. Alors, donc pouvoir jouer, puis comment la transformation d'être coach est venue? Est-ce que c'était un pur hasard et comment tu es devenu coach? Pur hasard. J'aurais jamais imaginé coacher. Mhm. Surtout quand on a à peu près 24, 22 ans et qu'on joue et qu'on aime jouer, qu'on fait de la compétition tous les week-ends, tu penses pas à être coach. Mhm. Enfin, sauf ceux qui ont la vocation. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans mon club d'origine, il y a eu une saison où l'équipe de mon petit frère, qui jouait en moins de 18, en championnat cadet, en cadet, championnat régional, le coach, après un mois au début de la saison, a lâché l'équipe. Je ne sais pas je ne connais pas la raison, Mhm. mais il a lâché l'équipe. Et c'était une équipe de jeunes avec un très haut potentiel. Parce qu'il y avait non seulement mon petit frère, mais il y avait 2-3 autres joueurs qui ont joué à haut niveau. Et cette année-là, je trouvais que c'était du gâchis et je suis allé voir l'ancien président du club de Massy, Ludovic Lorini, et je lui ai dit, moi je me propose pour aller coacher. Je sais que j'ai pas d'expérience, mais j'aime le basket assez pour savoir conduire une séance, je suis assez confiant là-dessus. Et ouais, faut pas qu'on les laisse, ces jeunes, quoi. Ils ont trop de potentiel. Et donc il a eu la bonne idée de me faire passer les formations et de passer les diplômes d'entraîneur dès ma demande, dès la première année. Mhm. Donc en un an, j'ai passé 3 diplômes fédéraux sur les Oh, wow. scolaires. À chaque fois, c'était des formations d'1 ou 2 semaines. Et là, pareil, une fois que j'ai découvert le coaching, c'était une épiphanie parce que... Ah, c'est incroyable. Ouais. Là, je parle d'expérience aussi. Ouais. Tu ressens Ah ouais, ah oui, 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 c'est incroyable. Je m'y attendais pas. Et en fait, j'ai réalisé que c'était ma mission, en fait. Mhm. Et jusqu'à cette période-là, j'avais 22-23 ans. Je ne savais pas quel était mon don sur Terre, pourquoi j'étais là. Mhm. J'avais juste accepté que y en a qui réussissent et d'autres qui réussissent pas, quoi. Mais en fait, non, quand j'ai fait ça, j'ai compris que moi, j'étais là pour aider les autres à atteindre leur potentiel et être la meilleure version d'eux-mêmes. Mhm. Donc pour moi, c'était une épiphanie à travers encore le basket et mon petit frère. Ouais, tu sais, la première fois qu'on a parlé basket, toi et moi, après, quand je suis entré à la maison, j'ai parlé à une amie, j'ai dit, je viens de rencontrer mon frère jumeau. Parce que c'est exactement le même parcours, c'est incroyable. Alors, quand on commence à faire du coaching, nous, quand je dis nous, donc toi et moi et les autres qui font le coaching, on pense seulement basket. Mais l'impact va au-delà du sport. Oui. Donc, je sais qu'à Massy, par exemple, ton implication avec ces jeunes, c'est aller au-delà du sport. Ça a changé carrément la ville. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Par exemple, si je parle si je prends mon exemple, Mhm. je suis quelqu'un de réservé, un peu timide. Mais sur un terrain de basket, j'ai aucune timidité. Je m'exprime. Bon, je suis pas arrogant, mais à la limite, tu vois. Ouais, c'est ça. J'ai aucun frein à m'exprimer sur un terrain de basket. C'est un langage qui me permet de m'exprimer. Et donc, c'est quelque chose, c'est un outil, le basket pour moi. Mhm. Le sport en général, mais surtout le basket. Je pense que c'est un outil parfait pour développer ce qu'on appelle les soft skills, Les habiletés, ouais. les capacités psycho, personnelles, interpersonnelles, etc. Et notamment la résilience, l'écoute, le leadership. Et donc, ouais, à travers le basket, moi, c'est surtout ça que je veux. Quand je coach des jeunes, évidemment, pour tout coach, c'est gratifiant d'avoir un haut potentiel. Mhm. Quand tu as un joueur qui a un potentiel pour devenir pro, on aime ça, nous, de pouvoir se dire, je vais peut-être aider un joueur à devenir pro, et ça m'est arrivé. Mhm. C'est super gratifiant, mais en réalité, la mission, elle touche aussi bien celui qui a avancé dans ses skills, ses capacités de basketteur, que celui qui est très débutant, parce que lui, tu vas peut-être pas l'aider à devenir un basketteur de haut niveau, mais tu vas l'aider à prendre confiance en lui, à trouver sa place dans la société. À gagner dans la vie, carrément. Ouais. Moi, je vais te donner une anecdote qui m'a beaucoup touché. Une année, je vivais en Guadeloupe à ce moment-là, donc j'avais déjà quitté la région parisienne. Et venu de nulle part, un jeune que j'avais coaché quelques années plus tôt met un post sur Facebook
sans m'en avoir parlé et tout, et où il me nomme. Et il dit, s'il y a bien un truc que j'ai retenu de mon coach, de mon entraîneur Funch, c'est qu'il faut toujours avoir confiance en soi. Et ce jour-là, quand j'ai lu ça, ça m'a touché. Ouais. C'était la meilleure récompense possible, parce que tu sais, c'est du bénévolat. C'est ça, hein. En fait, ça paye pas du tout, sauf si tu es... Au Burundi aussi. Ouais. Ça paye Ouais. pas du tout, donc c'est toi qui te donnes de ton temps, et ça, ça valait tous les salaires du monde. Juste cette petite phrase sur Facebook qu'on n'avait pas provoquée, tu vois. Tu te dis, ah, t'as semé une graine et elle est en train de germer là. Ouais. Et je garde contact avec enfin, un bon nombre des joueurs que j'ai coachés. Et moi, je suis un entraîneur grand frère. Un grand frère. J'adore les voir grandir, me dépasser. Et à travers le basket, je pense qu'on peut développer une personnalité. Absolument. Alors, ton parcours t'amène de la région parisienne en Guadeloupe, où tu continues aussi à faire du coaching. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton implication au niveau des jeunes en Guadeloupe par le coaching de basketball? La Guadeloupe, ça a été clé, un moment clé dans ma vie. Déjà pour me serrer mes liens avec mes propres racines, parce que je suis né en région parisienne d'un père guadeloupéen. Mais quand tu n'es pas en Guadeloupe, tu n'es jamais considéré comme un vrai Guadeloupéen. Ouais. Tu arrives, tu as un accent français parisien. Et moi, j'aimais tellement la Guadeloupe que je voulais être reconnu comme un des nôtres, tu vois. Et donc, être parti vivre en Guadeloupe, ça m'a permis de cocher cette case. Je suis Guadeloupéen. Maintenant, plus personne ne peut rien me dire. J'ai vécu, j'ai travaillé, j'ai payé des factures, j'ai amené ma grand-mère faire ses courses, ces choses administratives, etc. Donc voilà, ça c'est fait. Et à côté, évidemment, j'ai trouvé un club, un peu par hasard. Il n'y a jamais de hasard. C'était... Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Surtout que dans le domaine du basket, on trouve toujours un terrain à côté, puis là, on est impliqué. Parce que tu sais, en plus, toute ma vie, j'avais joué au basket, juste j'allais dans le club de ma ville, parce que c'est le plus simple, tu vois, c'est tout près. Et là, en fait, j'ai trouvé un club qui n'était pas juste à côté de chez moi. Donc j'avais une bonne demi-heure de route pour aller aux entraînements tous les jours, tu vois. Et en fait, c'était une amie de ma grand-mère, dont le fils faisait partie du club, qui m'a mis en relation avec l'équipe. Donc je suis allé les voir, j'ai fait un entraînement, ils m'ont pris. Mais je ne connaissais pas le club. Et en fait, il s'avère que c'est le club le plus titré de la Guadeloupe. Et c'est un club où soit tu gagnes le titre, soit c'est un gros échec. Ah oui. Et le club de basket dans la ville, c'est tout. En fait, il n'y a pas grand-chose dans cette ville. Il y a des belles rivières. Mais sinon, la fierté de cette ville, c'est Pointe-Noire en Guadeloupe. C'est son équipe de basket. Donc quand il y a un match, même si c'est un match, c'est du basket amateur. Hein. Ouais. Et ben, les gens, non seulement ils payent l'entrée, ça j'avais jamais vu ça en région parisienne, tu fais payer à personne qui vient. Ils payent l'entrée et en plus c'est rempli et écrit fort, il y a les tambours. Et c'était magnifique, c'était magnifique. Donc déjà tomber dans ce club-là, historique, qui joue la gagne, et on a gagné aussi ensemble, ça m'a fait voir le basket différemment, même en étant amateur. Et en parallèle, bien sûr, je coachais, donc je jouais avec les seniors, je coachais les moins de 15 ans. Et je remarquais que les enfants jouaient avec une intensité différente par rapport aux seniors. Parce que je voyais en France. Ah, ok. Le même âge, la même catégorie, ils ne jouaient pas avec la même intensité. Et donc j'ai pris un peu de recul et j'ai essayé de comprendre. Et en fait, dans ce club de Pointe-Noire, il y a quelques joueurs qui sont devenus professionnels en fait. Notamment, et le plus connu, c'est Michael Gelabal. Michael Gelabal qui a joué en NBA, qui est taulier de l'équipe de France, super carrière européenne, Real Madrid, etc. Donc il vient de cette région-là. Il vient de cette ville, tous les étés il est là. Nous, il s'entraînait avec nous. Ah oui. C'est un bon pote, c'est un bon gars, tu vois. Ouais. Nature. Sa maman, c'est la supportrice numéro 1 du club. Non, elle n'est pas partie vivre dans une grande maison, non, elle est toujours dans la même petite case. Elle est restée dans la communauté, ouais. Et donc, en fait, j'ai compris que les jeunes s'entraînaient pour devenir le prochain Michael Gelabal. Ah. Et c'est là où, en moi, est née cette idée que, en fait, avoir des exemples, ça vaut tous les conseils du monde. Tu peux leur dire, entraîne-toi dur pour y arriver, tant que les jeunes ne le voient pas, c'est pas le même impact. C'est un de leurs, donc c'est pas LeBron James, c'est... Ouais. Il vient du même endroit que moi, je peux y arriver moi aussi. Et ils se disent même pas consciemment, ça c'est le subconscient. Et ça c'est une de mes parties préférées là, le subconscient. Et donc ça a été important mon passage en Guadeloupe, parce qu'ensuite, quand je suis retourné en France,
et ben, j'ai essayé de mettre ça en valeur, en fait, à Donc, Massy. tu as organisé le premier All-Star de Massy, C'est ça. et c'était pour des levées de fonds, pour récolter des maillots, et donc ça t'a amené à visiter l'Afrique, Ouais. Côte d'Ivoire. Alors, raconte-nous cette partie-là sur le continent africain, comment ça s'est passé, quel a été l'impact de tes initiatives en Côte Ouais, ouais. d'Ivoire? Alors, bah, j'ai eu la chance de découvrir le continent et d'arriver en Côte d'Ivoire à travers Léon Krakbé, le président de l'association Soléciproc, mon frère que je salue. Et parce que je lui avais demandé de s'occuper de vêtements dont tu viens de parler, Mhm. de la collecte de vêtements que j'avais organisée lors de l'événement Massy All Star, et qu'il s'en occupe, qu'il prenne et qu'il l'amène en Afrique de l'Ouest. Donc moi je lui faisais confiance parce qu'il avait déjà son projet, chaque année il allait en Côte d'Ivoire, il faisait ses événements avec la jeunesse là-bas. Euh, et en fait cette année-là il m'a proposé de faire le déplacement avec lui Avec lui, ouais. et participer à la distribution. Et donc moi, c'était magique, comme tu disais, il n'y a pas de hasard. Ben ça, c'était un de mes rêves en fait, qui se réalisait quand il m'a proposé ça. C'était un rêve qui se réalisait. J'en avais jamais parlé à qui que ce soit. C'est que je rêvais de découvrir l'Afrique, mais pas en tant que touriste. Je voulais pas être dans un hôtel et faire des sorties Mhm. touristes. Non, je voulais être avec la communauté, avec des gens qui connaissent et me rendre utile. Donc, en Ah, c'est une 2016, bonne combinaison avec le basket, là, c'était... c'était magnifique, c'était une bénédiction. Donc 2016, on arrive à Abidjan et on organise ce tournoi, le tournoi L'Étoile du Cœur, à Abidjan 2016. Et en plus, Léon m'a demandé de gérer la partie basket. C'est Mhm. moi qui ai coordonné le tournoi de basket avec les jeunes. Et on a fait la distribution, etc. Et super moment, super moment, super moment. Ah ouais. Ouais. Alors, Guadeloupe, France, Côte d'Ivoire, et là, tu te retrouves au Canada, Ouais. en plein Covid. Là, c'était le basket, c'est presque impossible. Là, tu te reconvertis, tu crées un podcast. Ouais. Donc, raconte un peu cette transition entre le terrain Ouais. et le podcast pendant justement la Covid. Mais c'est amusant parce que par étapes dans ma vie, il y a des choses que je fais et j'ai l'impression que c'est aléatoire, c'est un peu au pif. Et finalement, il y a un fil conducteur et il y a une certaine logique que je réalise Plus tard. avec du recul Ouais, plus c'est tard. ça. Et c'est vrai qu'en arrivant au Canada, ben, moi à la base, je voulais venir au Canada pour me remettre au basket Mhm. parce que j'avais vécu 3 ans en Angleterre où ben, le basket, c'est pas très développé et en plus, moi, C'est avec beaucoup plus le foot. Ouais, ouais. il y a beaucoup de ligues privées, mais voilà. Et en plus, ouais, j'avais pas le temps de m'investir au basket. Donc pendant 3 ans, j'ai pas coaché ni joué. Donc moi, je voulais me remettre au coaching. Donc le Toronto, je savais à travers le documentaire de Vince Carter que le basket était vraiment développé maintenant ici. Mhm. Donc, et en arrivant ici, ouais, douche froide parce que bah, on reste tout chez nous. C'est ça. Coupé de tout ce que j'avais prévu, on met ça à la poubelle et on recommence à zéro. Et entre-temps, bah, j'avais fait de la promotion de mon événement Massy All Star Mhm. à la radio en France avant de partir. Et j'avais adoré mon expérience à la radio. À la radio. Prêter ma voix, j'étais à l'aise. J'étais à l'aise, moi, comme je te disais, je suis un peu timide, je suis pas trop du genre à me montrer. Mais finalement, pendant cette interview, j'étais super à l'aise. Donc, entre-temps, je me suis dit, tiens, je vais me lancer dans le podcast. Donc, je suis venu au Canada avec des équipements que j'avais pu acheter, grâce à mes amis aussi, qui ont fait une collecte de fonds pour moi. Mhm. Et j'ai lancé ce podcast. Et comme je te disais, la logique, en fait, finalement, c'est la même que le coaching. Quand je coach, bah, je coach une quinzaine de jeunes. Mhm. Quand je faisais mon événement Massy All Star, ben, il y a des centaines de personnes qui venaient assister à cet événement-là. Et maintenant, avec mon podcast, j'ai des milliers d'écoutes. Donc, je passais de dizaines, Ouais. centaines à milliers. La magie de la technologie, Ouais. ouais. Et moi, je ne me rendais pas compte, mais en fait, je fais la même chose. Je transmets à travers mon savoir, à travers les connexions que je crée. Mais sauf que là, c'est à travers ma voix. Mhm. Donc, voilà comment Donc après la Covid, là, tu t'es remis au coaching ici à Toronto avec les enfants du secondaire. Est-ce que c'est des francophones ou c'est des anglophones? Alors, ce sont des anglophones au Ouais. collège, au lycée Etobicoke Collegiate Institute. Donc, c'est ma grande bouffée d'air frais de pouvoir recoacher à nouveau depuis l'année dernière.
Et j'ai la catégorie, ils ont 14-15 ans, grade 9. Et donc, ouais, j'adore. Ouais, non, Alors, la rubrique de notre émission, c'est Impact Basket. Donc, c'est pour ça que tu étais vraiment l'invité idéal pour nous. Alors, à travers ton parcours comme joueur, comme coach en France, Guadeloupe, Côte d'Ivoire et Canada maintenant, comment est-ce que tu vois le basket comme un porteur d'impact dans les communautés? Comment est-ce que tu l'as vu? Moi, je suis vraiment égoïste quand je parle de basket. Je dis c'est la meilleure école de la vie. Oui. Comment est-ce que tu vois le basket comme outil de changement dans les communautés? Ouais, moi, je le vois exactement comme toi. Et je dirais même pas ça pour tous les sports. Vraiment pour le basket, je trouve que c'est l'outil idéal. Parce qu'il n'y a pas un format unique au basket. Tu peux être costaud et petit, tu peux être grand et longiligne, tu peux être rapide, tu peux être fin, tu peux être adroit, tu peux être... Et c'est pas cher. Avec un ballon, un panier, on met ses chaussures. C'est spectaculaire et chacun a un rôle, chacun a sa place. C'est ce que j'essaie de transmettre à mes jeunes, c'est que quand un joueur a le ballon, les 4 autres ont un rôle. Même si ton rôle c'est de ne pas bouger et de rester dans le coin, tu fais un travail en restant dans le coin, c'est que tu étires la défense, tu vois. Ouais. Et donc, il y a toujours un rôle à jouer. Même ceux qui sont sur le banc, ils ont un rôle à jouer pendant que le match est en train de... Et donc, à ce niveau-là, le basket permet vraiment de faire prendre conscience à n'importe quel jeune qu'il a une place et un rôle à jouer. Même si ce n'est pas ce qu'il imagine au début, on veut tous imaginer scoreur, mettre 30 points. Mais en fait, non, tu vois, Rudy Gobert, il vient de signer pour une extension de 110 des millions de dollars. Et il fait que poser des écrans, prendre des rebonds et faire des contres. Ouais. Mais pas de panier. Tu vois. Donc ouais, non, c'est clairement le basket pour moi, c'est un outil social très important pour l'inclusion et le développement personnel. Alors là, je sais que tu es aussi impliqué dans la communauté française par le basket. Tu m'as invité à jouer avec les gens de la communauté française. Comment est-ce que tu vis ta francophonie à travers le basket à Toronto, dans une ville anglophone? Alors, c'est marrant parce qu'à chaque question, j'ai envie de te dire, le hasard fait beaucoup de choses. Oui, c'est ça. J'ai rencontré des Antillais de Toronto au détour d'une rencontre d'un match de foot. C'était Guadeloupe contre Canada. Ici à Toronto? Ici à Toronto, Biemophile. Ouais. Et donc oui, quand on a fait 2-2, c'était une super fierté parce que la Guadeloupe, c'est une île toute minuscule, comme le Canada, qui a même fait la Coupe du Monde. Là. Ouais, c'est ça. Donc c'était magnifique. Et avec ma femme, on avait repéré dans le public des drapeaux de la Guadeloupe à l'opposé. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'après le match, on va les rejoindre et discuter avec eux. Et en discutant avec eux, on a créé un groupe qui s'agrandit semaine après semaine. Maintenant, on est plus d'une centaine sur un groupe WhatsApp. Ah oui. Juste de Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, je pense, de Toronto, du Canada. Et donc, un des membres m'a invité un jour à venir faire du basket avec eux. Et il s'avère que c'était une majorité de francophones. Donc, je ne l'ai pas décidé parce que c'est vrai que moi, quand je voyage, je n'essaye jamais de rejoindre d'autres Français. Moi, je veux découvrir les communautés sur place. Oui. Donc, ça ne me dérange pas du tout d'être isolé des Français. J'ai quitté la France, c'est pas pour... Je plaisante. Mais ouais, c'est vrai qu'on a, on a un super groupe, on s'amuse et on a des connaissances un peu communes. Donc... ouais, ça s'est fait sans que je le décide. Ouais. Alors, dernière question, comment est-ce que tu vois ton implication côté basketball, côté communauté, ici à Toronto, depuis que tu es là? Est-ce que tu as des projets? Comment est-ce que tu vois ton avenir ici, niveau basket, niveau communauté aussi? Alors moi, j'ai beaucoup de projets, c'est ça la difficulté, c'est que des fois, il faut que je me centralise. Actuellement, je contacte les écoles francophones du Canada pour leur proposer des conférences, des interventions d'athlètes professionnels francophones pour qu'ils fassent des conférences et justement utiliser ces soft skills dont on parlait tout à l'heure pour influencer de manière positive les élèves de ces établissements. Donc c'est le business que je suis en train de mettre en place, que j'ai commencé récemment là.
Et à côté de ça, oui, j'aimerais faire beaucoup plus. J'aimerais faire un camp de perfectionnement pour les pros et les semi-pros de Toronto. Quand je vois ce que Rico Hines fait à Los Angeles, Ah, c'est énorme, là. C'est moi je fais ça à énorme. Toronto. C'est énorme. Parce qu'à Toronto, il y a aussi de la même manière qu'il y a ça aussi en région parisienne en France, bah, tous les gars qui jouent pro pendant la saison et bah, qui rentrent chez eux pendant l'été, ben, on a ça aussi à Toronto, on a un bon nombre de pros. Moi, il y a quelques semaines, j'étais au restaurant et derrière nous, c'était, comment il s'appelle? Un Canadien d'Indiana là. Oh, Mathurin? Non, non, un métis là, qui a des tresses. Ah oui, ah oui, il est bon, là. Super Ah oui, défensif. oui, 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 C'est oui. juste à côté de nous. Ah oui. Et donc, c'est là que tu te dis que c'est vrai qu'à Toronto, il y a quelque chose à faire. Donc, moi, j'aimerais bien faire des camps d'entraînement pour les pros et semi-pros à Toronto et faire des runs où les gars Mhm. ils peuvent continuer de jouer parce que c'est primordial pour un pro de ne pas avoir une coupure de 4 mois Ouais. pendant l'été. C'est impossible. Ouais, pour les gens qui nous écoutent, Rico, c'est un des entraîneurs qui sont très, très réputés, justement, pendant l'été, Ouais, où tous les joueurs de la NBA se rencontrent sous le même toit. Et puis, ouais. il a été même engagé par les Raptors avec Nick Ah ouais. Nurse parce que il a beaucoup, beaucoup travaillé avec Pascal Siakam. Donc, on a vu de Pascal, il s'est crédité vraiment à Rico Mhm. pendant plusieurs années. Donc, il est devenu même un de ses meilleurs amis. Donc, Mhm. maintenant, les équipes de la NBA l'engagent. Et puis après la saison, il va retrouver, je Ouais. pense qu'il fait ça à Los Ouais, c'est pour Angeles. ça qu'ils ont tous une maison à Los Angeles, Ouais, parce c'est qu'ils savent que ça. les basketteurs sont là, ils vont Ils pouvoir sont tous s'entraîner. là. Ils Et sont si tous les, là. les gars ont ce réflexe-là à Toronto maintenant, parce qu'on a super, super météo pendant l'été, Ouais. ben, je pense que ça peut leur permettre de pouvoir profiter de leur famille, de leur région, tout en se concentrant au basket, quoi. Nemhard, c'est ça. Nemhard, voilà. Nemhard, voilà. Le nom, C'est ça. ah, c'est vraiment intéressant. En tout cas, merci. Merci d'avoir partagé avec nous ton parcours et surtout, donc, de parler de cette passion de basketball pour les communautés. En tout cas, c'est toujours un plaisir de parler avec toi. On peut parler pendant des heures et C'est des clair, heures c'est clair. et je sais que ça ne veut pas plaire à Nathalie de l'autre côté. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir, c'est un plaisir vraiment. Oui, merci en tout cas. Merci encore à Nathalie qui nous a aidés pour la technique. Donc, ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un avec qui on partage les mêmes passions et puis on peut parler pendant 24 heures quand on parle basket. Donc, c'était la section Basket Impact dans Franco Raptors. Merci encore une fois, Finch. Voilà, c'était la conversation que j'ai eue avec Fanch. On aurait pu même continuer, mais le temps Ah, j'ai faisait, vu ça, ouais. le temps nous faisait défaut. C'était passionnant de l'écouter, de voir quelqu'un qui parle le même langage que moi. Donc, j'avais même pas, presque pas préparé l'entrevue. C'est une conversation on a été vraiment dans le flow. Donc là, on peut t'entendre après avoir C'est écouté bon. Fanch. Qu'est-ce que tu gardes de l'entrevue que j'ai eue avec lui? Bah, c'est ça que j'ai apprécié, c'est que c'est toujours bien quand une entrevue, c'est comme une discussion. C'est ce que j'essaye de faire le plus souvent également dans mes entrevues. Bah, vraiment un parcours inspirant. On voit à quel point le basket a été impactant et a dirigé sa vie partout où il est allé. C'est ça que j'ai retenu. Le All-Star Game qu'il a organisé à Massy, son arrivée en Guadeloupe, l'importance pour lui de démontrer qu'il est guadeloupéen. J'ai bien aimé ça parce que c'est vrai que c'est des problématiques pour les Antillais de France quand ils rentrent d'où ils viennent. Souvent, on les considère comme des gens de la métropole et pas comme des Antillais. Et ça, c'est une problématique même pour les Africains de France et de partout dans le monde d'ailleurs. Quand ils rentrent, il y a toujours ce problème de ne pas être identifié comme étant d'ici. Donc, ça, c'était super intéressant et voir comment le basket lui a permis justement de s'intégrer dans cette communauté et, euh, et de découvrir un peu ses racines. Donc, ouais, ça, c'était super intéressant. L'arrivée au Canada, son podcast, va falloir qu'on lui demande des conseils pour faire des milliers de personnes. On va bien avoir besoin de lui. On garde le contact. Et puis voilà, non, c'était vraiment très intéressant. Je vais pas redire tout ce qui a été dit puisque vous l'avez écouté, mais vraiment très très bonne entrevue et vraiment on a des impacts basket. Vraiment, Patrick, bravo, de qualité depuis le début. Et là, tu mets la barre haute, il va falloir continuer comme ça maintenant. C'est ça, c'est ça. On a commencé en force, là,
Il faudra qu'on garde le cap. Et puis, c'est bien, oui, on tombe sur de bons invités. Là, je ne veux pas spoiler sur les invités des émissions à venir parce que toi aussi, je sais que tu as fait une bonne entrevue avec une personne qu'on va présenter. Et puis, c'était vraiment inspirant d'écouter Franck. Et puis, c'était sur cette entrevue avec lui qu'on va clôturer l'émission d'aujourd'hui. Donc, on vous retrouve la semaine prochaine. On va revenir sur Vince Carter, bien évidemment, avec notre invité. On va revenir sur les matchs de la semaine d'ici là. Et c'était vraiment un plaisir de pouvoir rêver le peu de temps qu'on a vu cette défense des Raptors malgré les défaites. Et donc, on vous retrouve la semaine prochaine sur Choc FM et sur aussi YouTube et d'autres plateformes. Merci encore une fois, Mike, pour cette disponibilité à distance aujourd'hui. Mais la semaine prochaine, on se retrouve en studio. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine et comme on dit toujours quand on se quitte, Let's go Raptors! let's go Raptors malgré les défaites.